L'affaire d'aujourd'hui se déroule à Port-Saint-Lucie, en Floride, en 2011. Nous sommes dans la famille Hadley. Elle est composée des parents Blake, 54 ans, et Mary-Jo Hadley, 47 ans, ainsi que de leurs deux fils, Tyler, 17 ans, et son frère aîné, Ryan, âgé de 23 ans. Ils ont aussi deux chiens, un labrador noir nommé Sophie et un vieux beagle partiellement sourd et aveugle. Blake est ingénieur à la centrale électrique FPL de Saint-Lucie depuis 30 ans, tandis que Marie est enseignante. Concentrons-nous maintenant un peu plus sur Tyler. Alors, c'est un adolescent de 17 ans qui est né le 16 décembre 1993. Il est élève à Port-Saint-Lucie High School et au début, il était décrit comme un bon enfant, un bon élève, un garçon poli et très proche de ses parents. Mais par la suite, au fil des années, on l'a plutôt décrit comme un jeune garçon aimant, certes, mais renfermé, souffrant d'anxiété, de dépression, d'une faible estime de soi ainsi que de boulimie. Il est aussi présenté comme quelqu'un de calme et de très peu sociable. Et au lycée, ses camarades de classe le décrivent eux comme quelqu'un qui a une personnalité bizarre. D'ailleurs, tout a véritablement changé quand il est rentré au lycée. Tyler a pratiqué plusieurs sports, a exercé plusieurs passe-temps, il a entrepris plusieurs projets depuis qu'il est jeune, mais qu'il abandonne presque aussi vite qu'il les commence, comme par exemple apprendre à jouer de la batterie ou du trombone. En fait, il arrête ses activités rapidement en disant qu'il n'est pas assez bon. Et au fur et à mesure qu'il grandit, Blake et Mary-Jo ont effectivement commencé à avoir des changements sérieux chez leur fils, mentalement et socialement. À l'âge de 12 ans, il a commencé à se saouler. À l'âge de 15 ans, il a commencé à fumer, mais aussi à se droguer. À 16 ans, il prenait de l'ecstasy et du DMT qui est hallucinogène. Il prenait aussi de nombreux médicaments pour traiter entre autres sa dépression, mais aussi une affection thyroïdienne et sa toxicomanie. Donc des médicaments du type Xanax, Percocet, Oxycodone. Et Tyler faisait dans la petite délinquance, donc c'est-à-dire dégradation de toilettes publiques, dégradation de voitures avec de la peinture, casse de fenêtres et d'objets dans les cours des gens, voler les lumières aussi de Noël des voisins. Et une voisine de la famille Hadley a d'ailleurs empêché son fils de jouer avec Tyler lorsqu'elle l'a surpris en train de fumer. Et il allumait aussi des feux. Un jour, je ne sais pas quel âge il avait, il a mis en fait le feu à la réserve faunique de River Park. Lui et plusieurs autres garçons ont en fait traîné un canapé abandonné dans la clairière et l'ont aspergé d'essence et ont lâché une allumette dessus. Donc les pompiers ont dû être appelés et ils s'en sont sortis seulement avec un avertissement. Donc à 17 ans, à l'âge où le drame s'est produit, Tyler est un jeune assez difficile, il sèche les cours, il se drogue, il prend de l'herbe et toutes sortes de pilules, il a de très mauvaises fréquentations et il a une personnalité troublée et il a des problèmes de santé mentale. Donc ses parents ont tenté à de multiples reprises de le remettre sur la bonne voie. Et un collègue de Mary-Jo lui a d'ailleurs un jour demandé si elle craignait que son fils ne lui fasse du mal et elle a répondu que non, qu'elle s'inquiétait plutôt de la dépression et des pensées suicidaires de son fils parce qu'en fait Mary-Jo avait elle-même souffert de dépression dans le passé et son fils souffrant alors du même mal, elle craint donc qu'avec ses pensées suicidaires il se blesse ou se mutile et elle craignait aussi qu'il soit intimidé et harcelé à l'école, donc un jour elle l'a emmené chez le médecin afin qu'il lui prescrive des doses d'hormones de croissance, pensant alors que cela pourrait renforcer sa confiance en lui car il avait donc une mauvaise estime de soi. Ses parents l'ont aussi emmené au centre de santé mentale de New Horizon, ils l'ont emmené voir des psychiatres pour lutter donc contre ses fameuses pensées suicidaires. Il a été aussi mis sous antidépresseurs et il a aussi suivi un programme pour lutter contre sa toxicomanie. Mais malheureusement, rien n'a fonctionné. Nous voilà fin avril, 10 semaines avant sa fête et les choses ne s'étaient toujours pas arrangées. Tyler s'est battu chez un ami et a été arrêté pour coups et blessures. Et ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté par la police, il a déjà un casier judiciaire juvénile car en fait il a déjà été reconnu coupable de cambriolage, un événement pour lequel il a été condamné à 1 semaine de prison suivi de 2 semaines d'assignation à résidence. En tout cas, suite à cette bagarre, Mary-Jo a confisqué son téléphone portable. Mais lui, il communiquait toujours avec ses amis via Facebook. Et voici une conversation Facebook qui a été retrouvée avec l'une de ses amies. Et la discussion a confirmé que Tyler avait des pensées suicidaires, que parfois il voulait mourir et qu'il buvait pour remplir le vide en lui parce qu'il était déprimé.
Donc ceci était la situation 10 semaines avant le drame. Nous voilà maintenant 2 semaines avant le drame. Mary-Jo avait confié à des amis qu'elle était heureuse de l'amélioration de l'attitude de Tyler. En fait, elle avait eu des changements en son fils. D'après elle, elle avait senti qu'il était redevenu lui-même. Sans savoir qu'à ce moment-là, son fils avait toujours des pensées suicidaires, mais que dorénavant, il envisageait aussi de la tuer, elle ainsi que son père. Donc c'est assez étrange, car malgré son comportement, malgré sa délinquance, on apprendra donc qu'il voulait tuer sa mère, mais en même temps qu'il l'aimait et qu'il culpabilisait de la décevoir. Par exemple, dans des conversations, donc toujours retrouvées sur Facebook, il disait à des amis qu'il avait mal répondu un jour à sa mère lors d'une dispute et qu'il s'en voulait, qu'il se sentait mal et qu'il s'était excusé. Dans une autre conversation, il a déclaré s'en vouloir de l'avoir fait pleurer. Donc son esprit, ses sentiments étaient clairement altérés. Puis, lors d'une soirée où il avait consommé de la drogue et de l'alcool et où il avait uriné sur le lit d'un ami, il est ensuite rentré ivre chez lui. Sa mère a alors confisqué à nouveau son téléphone en guise de punition ainsi que ses clés de voiture parce que Tyler avait sa voiture personnelle. Donc plus de téléphone ni de voiture pour sortir et évidemment Tyler était très en colère de cette punition. Ça a été celle de trop. Il a donc dit à son meilleur ami, Michael Mandel, qu'il voulait tuer sa mère. Donc Michael, lui, n'a pas pris cette déclaration au sérieux, l'oubliant d'ailleurs assez rapidement, car c'est une chose qu'un adolescent en colère pourrait dire. En tout cas, il n'imaginait pas que son ami irait jusqu'au bout. Et par la suite, il aurait parlé à d'autres personnes de tuer ses parents et de nouveau, aucune de ces personnes, aucun de ses amis ne l'a pris au sérieux. Par exemple, toujours 2 semaines avant le drame, Tyler se trouvait chez son ami Marky Phillips et c'est là, au milieu d'une conversation, qu'il a dit vouloir tuer ses parents et organiser une grande fête après. Et il aurait dit « Personne n'avait jamais fait cela auparavant, organiser une grande fête avec les corps toujours dans la maison ». Et dans une autre conversation sur Facebook, avec son ami cette fois Mercedes Merco, le 2 juillet 2011, toujours 2 semaines avant la fête, Tyler s'est plaint du fait que sa mère avait confisqué son téléphone portable et lui a également parlé de la tuer. Donc tous ses amis, eux, pensaient qu'il disait ça tout simplement en plaisantant, comme un ado en colère contre ses parents. Alors que c'était bien clair dans sa tête, il voulait réellement les tuer et il allait le faire. Il a donc tout préparé longtemps avant. Son geste a bien été prémédité et il a d'ailleurs attendu que son frère aîné, Ryan, parte de la maison pour l'université pour pouvoir commettre le crime. Nous voilà maintenant la semaine du drame. Toute la semaine, Tyler a averti ses amis qu'une grande fête allait avoir lieu chez lui le samedi. Et pour ses amis, c'est assez étrange, ils savent qu'il est puni et que ses parents, évidemment, vont lui interdire d'organiser cette fête. Mais son plan pour les tuer avant était prêt et parfaitement clair. Aux amis et aux personnes qui l'interrogeaient à ce sujet, il disait simplement « T'inquiète, j'y travaille, ne vous inquiétez pas » ou « Mes parents ne seront pas là ». Une amie lui a demandé « Oui, mais si tes parents rentrent à la maison ?» et Tyler a répondu « Ils ne le feront pas, crois-moi ». Nous voilà maintenant le fameux samedi 16 juillet 2011, le jour des meurtres et le jour de la fête. À 9h40, il a un drôle d'échange avec son ami Matthew Nobile, 17 ans. « Tu l'as fait ? Non mais je vais. Genre, tu devrais vraiment maintenant, fais-le. Ne t'inquiète pas, je suis prêt. Alors, je fais une fête ? Ouais, c'est l'heure de la fête. » Tyler met ensuite son plan à exécution. À 12h15, il publie un statut sur Facebook en disant « Fête à ma maison ce soir, peut-être ». Ensuite, peu avant 17h, il prend les téléphones de ses parents. De cette façon, ils ne pourront pas appeler à l'aide. Il prend ensuite des pilules d'ecstasy, car il a déclaré plus tard avoir pris de l'ecstasy, car il craignait qu'en étant sobre, il ne pourrait pas mener son plan à bien. Il s'est ensuite dirigé vers le garage où il a trouvé et pris un marteau et ensuite, pendant que sa mère travaillait sur l'ordinateur, il s'est tenu derrière elle pendant 5 minutes, le marteau à la main. Et pendant ces fameuses 5 minutes, il a regardé et a pensé à la tuer. C'est ensuite qu'il lui a asséné un premier coup de marteau et là, en se retournant, Mary-Jo a vu son fils et elle a demandé pourquoi. Tyler n'a pas répondu et l'a battu à mort.
Et en entendant les cris de Marie-Jo, Blake est sorti de leur chambre, a accouru dans la pièce d'où provenaient les cris et a vu son fils, Tyler, debout au-dessus du corps sans vie de sa femme, allongé sur le sol. Leurs yeux se sont croisés et Blake a également demandé pourquoi et Tyler lui a répondu pourquoi pas putain. Puis il a également frappé son père avec le marteau et son père n'arrêtait pas de répéter cette question pourquoi pendant qu'il le battait à mort. Donc Blake et Marie-Jo ont vu leur propre fils les tuer et sans comprendre. Plus tard, l'autopsie a révélé qu'ils sont probablement restés longtemps en vie pendant que leur fils les frappait avec le marteau, car il a fallu plusieurs coups de marteau avant de les tuer et donc ils auraient ressenti chaque coup que leur fils leur portait. Blake a eu lui de multiples et profondes blessures à l'arrière de la tête, ainsi que des fractures à une jambe, il a eu le nez cassé et d'autres blessures profondes sur le haut du dos. Il a reçu au moins 39 blessures ou coups. Tyler a ensuite traîné et caché les corps de ses parents dans la chambre principale où il a entassé leurs corps sous une montagne d'objets, de livres. Il y avait de la vaisselle cassée, de verres brisés, des vêtements, du linge, des chaises et même une table basse. Puis il est sorti et il a fermé la porte à clé. Il a pris ensuite une douche, puis il a regardé son reflet dans le miroir de la salle de bain et a ri. Et il a passé les 3 heures suivantes à nettoyer le sang et il a déclaré d'ailleurs plus tard qu'il ne pensait pas que nettoyer la scène du crime aurait pris autant de temps. Puis il a publié un nouveau post sur Facebook à 20h15 confirmant que la fête aurait bien lieu. Il s'est ensuite arrêté à un distributeur pour retirer 5 000 $ du compte de ses parents, puis il est allé récupérer des amis avant de rentrer chez lui. Et la fête a commencé vers 22h. Et au fil des heures, environ 60 personnes se sont rassemblées, jouant au beer pong, fumant des cigarettes, allumant des cigares et buvant de l'alcool. Et parmi ces 60 personnes, la plupart ne connaissaient pas Tyler et ne lui avaient même jamais parlé. Car il faut rappeler qu'il était peu sociable, pas très populaire et au lycée, les jeunes le trouvaient plutôt étrange et distant. Mais ils sont quand même venus à sa fête. Pourquoi ? Car en fait, à Port-Saint-Lucie, à l'époque, c'était une ville de 15 000 habitants peuplée principalement de personnes âgées. Et pour les jeunes, il y avait clairement peu de choses à faire. Donc, quand une fête se présentait, ils y allaient. En tout cas, cette fête était un vrai bordel. Les jeunes éteignaient leurs cigarettes contre les murs et sur le tapis, ouvraient les placards, jetaient leurs canettes vides sur la pelouse, urinaient sur la pelouse du voisin. Il y en a un qui est carrément allé retirer la boîte aux lettres d'un voisin. Un garçon vendait aussi des pilules blanches tandis qu'un autre vendait de la marijuana. Les 2 chiens de la famille étaient eux apeurés. Le labrador était enfermé dans la même pièce où se trouvaient les cadavres des parents et le beagle lui cherchait un endroit pour se cacher. À un moment, il était dans la cabine de douche, puis à un autre, il était caché sous le lit de Ryan. En tout cas, les jeunes continuaient, eux, à venir à la fête. Un garçon, lui, s'est présenté car on lui avait envoyé un message disant que c'était la plus grande fête de tous les temps. Donc, oui, ils s'amusaient tous très bien. Même si au début, Tyler, lui, il a essayé d'empêcher les adolescents de fumer à l'intérieur, il a aussi demandé de remettre la boîte aux lettres à sa place, de faire en fait attention aux dégâts de la maison, car cela devenait clairement du n'importe quoi. Mais en réalité, il avait surtout peur que la police intervienne. Le désordre et le bruit ne l'embêtaient pas plus que ça, il ne voulait surtout pas qu'un voisin ait l'idée d'appeler la police. Puis finalement, il leur a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il s'en foutait. Concernant maintenant son comportement, comme il venait de commettre 2 meurtres, eh bien aucun jeune ne l'a trouvé spécialement suspect cette nuit-là. Certains l'ont trouvé normal et calme et un autre a déclaré qu'il ne pouvait pas dire si Tyler agissait de manière particulièrement étrange parce qu'il agissait toujours de façon étrange. Et donc, tous ces jeunes ont fait la fête pendant des heures sans savoir que les cadavres de ses parents se trouvaient à l'étage dans la chambre, l'arme du crime se trouvant entre les 2 corps. Les jeunes utilisaient aussi l'ordinateur familial pour mettre de la musique, le même ordinateur que Marie-Jo utilisait un peu plus tôt et devant lequel elle a été tuée. D'ailleurs, il y avait une tache sur l'ordinateur, il s'agissait bien d'une tache de sang de sa mère, mais pour eux, pour les jeunes, c'était probablement une tache de coca ou de bière. Et à un autre moment, pendant le jeu de beer pong, la balle a rebondi sur le sol et a roulé sous la table où elle s'est immobilisée au milieu d'une substance brune, épaisse et collante.
Un jeune a porté alors la balle à l'évier de la cuisine et l'a rincée sous le robinet. Puis le jeu a repris normalement, sans comprendre qu'il s'agissait aussi de sang. Un autre jeune a aussi remarqué une tache de sang sur la porte de la chambre principale, mais il faisait sombre, donc il n'a pas compris non plus que c'était du sang. Il a juste vu une tache noire qui ressemblait, selon lui, à de la peinture à base d'huile que quelqu'un avait essayé d'essuyer sans succès. Puis un autre jeune, lui, a quand même remarqué la puanteur de la maison. Mais personne ne se doutait du drame qui s'était produit quelques heures plus tôt. Plusieurs personnes, au cours de la nuit, lui ont malgré tout demandé où étaient ses parents, certains par peur qu'il débarque soudainement et d'autres par curiosité, sachant qu'il avait été puni. Et Tyler a raconté plusieurs versions à plusieurs personnes. Il a dit à l'une d'elles que ses parents se trouvaient à Orlando, à une autre qu'ils étaient allés en Géorgie, à une autre encore que ses parents ne vivaient pas ici, disant que c'était sa maison, ou encore que ses parents n'étaient pas en ville en ce moment et qu'ils voyageaient. Puis durant la fête, Tyler a commencé à avouer son crime à quelques jeunes. Alors je ne sais pas si c'est par vantardise ou pour vouloir vider son sac afin de soulager sa conscience ou pour toute autre raison. En tout cas, il a déclaré à un jeune du nom de Mark Andrew qu'il avait fait des choses et qu'il pourrait aller en prison pour ça et qu'il flippait, et il lui a ensuite avoué donc qu'il avait tué quelqu'un. Mais Mark, lui, a simplement répondu: mec, si tu tues quelqu'un, c'est ton affaire, ne me dis pas ce genre de choses, je n'ai pas besoin de savoir. Puis à un autre moment, Tyler a dit à un autre garçon, du nom de Ricardo Acevedo, qu'il voulait juste faire quelque chose d'amusant avant de partir. Ricardo lui a demandé forcément où tu vas, et Tyler, lui, il a dit qu'il allait se suicider. Ricardo a dit mais pourquoi tu ferais ça? Et Tyler a répondu parce qu'il a fait quelque chose de vraiment mauvais. Et il a aussi déclaré à une autre personne qu'il allait aussi se suicider après la fête. Et oui, effectivement, le suicide faisait partie de son plan. Après la fête, il avait prévu de se tuer avec des médicaments. Ensuite, à une autre de ses amies, qui s'appelle Kimberly, il a dit qu'il partait pour 60 ans. Forcément, elle lui a demandé pourquoi, de quoi tu parles. Et lui, il lui a répondu qu'elle le découvrirait le lendemain. À une autre fille qui se nomme Ashley, à minuit 30, il lui a dit que son père était décédé. Ashley, elle ne connaissait pas très bien. Tyler, elle a supposé qu'il voulait dire que son père était décédé il y a longtemps. Donc, il a quand même là avoué son crime à de nombreuses personnes. Sauf que personne n'a réagi jusqu'au moment où il l'a dit à son meilleur ami Michael. C'est au milieu de la fête que Tyler a avoué son crime à son meilleur ami qu'il connaît depuis l'âge de 8 ans. Il l'a donc pris à part, lui disant qu'il avait quelque chose à lui dire. Ils sont donc sortis tous les deux de la maison pour discuter et c'est là qu'il a avoué avoir tué ses parents. Sauf que Michael, évidemment, ne l'a pas cru, il lui a répondu « Non mais qu'est-ce que tu racontes ?» Tyler lui a dit « Mais si, regarde allez, toutes les voitures sont là, mes parents ne sont pas à Orlando, j'ai tué mes parents !» Et effectivement, les voitures de ses parents étaient bien là, dans l'allée, les 3 voitures étaient là. Puis ils sont entrés à nouveau dans la maison et c'est là que Michael a fait plus attention à la tâche qui se trouvait sur l'ordinateur ainsi qu'à une autre tâche qui se trouvait près de la porte de la chambre principale et dans le garage se trouvait aussi une empreinte de pas ensanglantés. Puis Michael lui a alors dit que s'il l'avait vraiment fait, il voulait donc dans ce cas voir les corps de ses parents car à ce moment-là, il ne le croyait toujours pas réellement. Malgré les tâches, il pensait toujours, en tout cas il espérait, qu'il s'agissait d'une blague. Mais Tyler ne voulait pas ouvrir la porte de la chambre pour montrer la fameuse preuve que ses parents étaient morts. Lui, il voulait attendre la fin de la fête. Mais Michael, lui, non, il n'a pas voulu attendre. Alors finalement, il a ouvert la fameuse porte et a donc montré la chambre où se trouvaient les corps de ses parents. Et c'est là que son ami a vu du sang dans la pièce ainsi qu'une jambe de Blake qui dépassait du tas d'objets empilés sur les corps. Michael est alors sous le choc. Il comprend que son ami a dit vrai, qu'il a effectivement tué ses propres parents. Puis c'est là que Tyler lui a donc tout expliqué dans les moindres détails. Le fait qu'il leur a pris leur téléphone portable, que ses parents lui ont demandé pourquoi alors qu'il les frappait, qu'il a utilisé un marteau pour les tuer, qu'il a pris 3 heures à tout nettoyer et qu'il envisage de se suicider après la fête et qu'il aurait fait ça à cause de disputes constantes.
Et à la suite de ça, après avoir découvert que son meilleur ami était un meurtrier, Michael est resté encore un peu à la fête. Il est resté environ 45 minutes de plus, disant plus tard qu'il n'a pas voulu partir pour que ça ne paraisse pas trop suspect. Car Tyler avait confiance en lui, il ne savait pas qu'il allait le dénoncer. Alors il est resté encore un peu et Tyler et lui ont pris des selfies. Bon, le fait de prendre des photos, le fait de prendre des selfies est quelque chose qui a paru très étrange pour de nombreuses personnes, surtout après une telle confession. Pourquoi prendre des photos alors qu'on vient de te dire qu'il a tué ses parents ? Mais Michael, lui, a expliqué plus tard qu'après avoir analysé ce qui s'était passé, après avoir compris que son ami allait probablement finir sa vie en prison, il a pris une photo avec, car il pensait qu'il ne le reverrait plus jamais. Une dernière photo avec son ami. Puis à 2h du matin, une voisine en a eu marre du bruit et a appelé la police. 2 agents du département de police de Port-Saint-Lucie sont alors arrivés au domicile quelques minutes après et à ce moment-là, il restait moins de 20 personnes à la fête car ils s'étaient presque tous rendus à une autre fête qui avait lieu autre part. En tout cas, lorsque les agents ont sonné, Tyler a dit à tout le monde de se taire et de se cacher dans sa chambre. Puis il a ouvert la porte. Les policiers ont alors expliqué qu'il y avait eu des plaintes pour bruit. Tyler leur a parlé quelques instants, puis ils sont partis et la fête a recommencé. Puis à 2h30 du matin, des amis de Tyler sont revenus de l'autre fête. Peut-être s'amusait-il mieux ici chez Tyler. En tout cas, pour reprendre maintenant avec Michael, après avoir pris des photos avec son ami, après être resté un peu, il a finalement quitté la fête pour rentrer chez lui, prenant au passage les pilules que Tyler comptait prendre pour se suicider. Puis une fois chez lui, c'est là qu'il a appelé la police anonymement à 4h24 pour signaler les meurtres. Alors, son appel téléphonique paraît normal, oui, mais pour autant, ça ne doit pas être évident de dénoncer son meilleur ami à la police. Il n'a pas attendu le lendemain, il n'a pas attendu de réfléchir à la situation. Non, il a contacté la police dans la nuit. Et surtout que c'est le seul à l'avoir fait, à avoir contacté la police parmi les autres personnes qui étaient également mises au courant du crime. En tout cas, Tyler Hadley a été arrêté tôt le matin du 17 juillet 2011. Et quand la police est arrivée à son domicile, donc à 4h32, Tyler, lui, a affirmé qu'il n'y avait personne à la maison, que ses parents n'étaient pas en ville mais à West Palm Beach, et donc a refusé de laisser la police entrer. Mais la police l'a plaqué au sol et l'a menotté avant de forcer l'entrée. Évidemment, l'appel téléphonique était sérieux, ses parents n'étaient pas à la maison et Tyler, lui, paraissait étrange, nerveux et assez agacé et il paraissait aussi sous l'effet de la drogue car ses pupilles étaient dilatées. Donc, ils ont forcé l'entrée. Et Tyler, alors qu'il est à terre, il a dit à l'agent de police qu'il savait qu'il allait à Rockwood, faisant en fait référence à la prison du comté de Saint-Lucie. Donc, il savait que la police était là pour les meurtres et non pour le bruit de la fête. La police est ensuite entrée dans la maison et c'est là qu'ils ont trouvé des bouteilles de bière un peu partout, des cigares traînés au sol, les meubles avaient été retournés, le sol était recouvert de vêtements, ils ont également trouvé du sang séché sur les murs et, enfermé dans un placard, ils ont trouvé le Labrador. Et lorsque la police est trouvée devant la chambre principale, la porte était verrouillée. Alors ils l'ont forcée et c'est là qu'ils ont trouvé des chaises, une table basse et de multiples objets empilés. Et sous ce tas de meubles, ils ont d'abord découvert le corps de Blake Hadley, puis à proximité, ils ont trouvé le corps de sa femme Mary-Jo. Et à savoir aussi que peu de temps avant que la police arrive chez lui, Tyler avait posté un nouveau post sur Facebook en disant qu'il y avait encore la fête chez lui. Donc lui, il avait prévu que la fête dure encore très très longtemps. En tout cas, ce matin-là, la police a donc arrêté Tyler Hadley pour meurtre. Ils ont ensuite fait appel à Michael pour l'interroger et c'est là qu'il a tout raconté. Et donc là, la police, elle apprend tout dans les moindres détails. Et il découvre aussi que dans son plan, Tyler devait se suicider après la fête en prenant des dizaines de pilules de Percocet. Mais comme la police est donc présentée, lui, il n'a pas eu l'occasion de mettre son dernier plan à exécution. Et puis de toute façon, Michael, lui, avait déjà pris soin de prendre ces fameuses pilules en partant de la fête pour ne pas justement qu'il se suicide. Nous voilà maintenant lors de son procès, 3 ans plus tard, où il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Pour un meurtre au premier degré, la peine peut aller de la prison à perpétuité à la peine de mort.
Mais comme il avait 17 ans au moment des meurtres, il était à 6 mois de ses 18 ans, il ne pouvait pas être condamné à mort comme le stipule la loi de Floride. En tout cas, lors du procès, Tyler et ses avocats ont essayé de mettre les meurtres sous l'emprise de la folie, sous l'emprise de sa santé mentale défaillante, mais aussi des médicaments qui ont altéré son comportement. Tyler lui a essayé de se faire passer pour un aliéné, disant qu'il entendait aussi des voix, qu'il avait des pensées meurtrières. Il a aussi déclaré avoir vu et avoir parlé au diable et que le diable lui avait aussi parlé. Et selon lui, le diable avait donc une emprise sur lui. Mais les juges n'ont pas été dupes, car Tyler avait parlé à de nombreuses personnes des semaines plus tôt du fait qu'il voulait tuer ses parents et organiser une grande fête après. Ce qui prouve donc que son plan était prémédité et donc la thèse de la folie ne tient plus. Il y a aussi le fait qu'il ait pris ses 3 pilules d'ecstasy avant d'exécuter son plan, le fait aussi d'avoir pris les téléphones de ses parents, le fait d'avoir attendu que son frère déménage à l'université pour tuer ses parents. Donc tout ça prouve effectivement la préméditation du geste. Et la police a aussi découvert que la veille des meurtres, Tyler avait envisagé de tuer ses parents avec une paire de cisailles et finalement il a trouvé que le marteau était plutôt une meilleure arme. En tout cas, il savait parfaitement ce qu'il faisait et tout avait été préparé. Prendre les téléphones, tuer ses parents, dissimuler les corps, nettoyer la scène et préparer la fête. Maintenant, pourquoi a-t-il fait ça ? Bon, visiblement, c'est parce qu'il voulait donc faire une fête depuis longtemps et qu'il savait que ses parents allaient la lui refuser. Pourtant, il pourrait y avoir d'autres raisons à ces meurtres. Donc, mis à part le fait de vouloir faire une fête, il trouvait aussi qu'il subissait beaucoup de pression de la part de ses parents et au fil du temps, il a donc accumulé de la haine et il pensait alors que le fait de les tuer résoudrait ses problèmes et qu'il se sentirait alors beaucoup mieux, comme soulagé. Autre élément, Tyler aurait aussi déclaré à certains de ses amis, dont Michael, que par le passé son père l'avait frappé au visage. Il a également dit à un ami que son père n'était pas son vrai père, mais ça il avait menti, Blake était bien son vrai père. Une autre raison à ces meurtres serait la drogue. En tout cas, c'est la justification avancée par la plupart de ses amis. Tyler buvait donc et fumait énormément. Il prenait toutes sortes de pilules, hydroxyzine, citalopram, qui sont notamment des antidépresseurs qui peuvent augmenter le risque de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes. Dans une lettre aussi écrite en prison pour ses grands-parents, Tyler parle d'ailleurs d'une pilule qu'il n'aurait jamais dû commencer à prendre, car selon lui, s'il ne l'avait pas prise, rien de tout cela ne serait arrivé. En tout cas, en 2014, 3 ans après le drame, Tyler a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais 2 ans plus tard, en avril 2016, sa condamnation a été annulée par un juge d'appel. Puis, toujours 2 ans plus tard, cette fois en décembre 2018, sa peine a été modifiée. Il a toujours été condamné à la prison à vie, mais cette fois avec une possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, Tyler est toujours en prison et concernant sa vie en prison, il a poursuivi ses études, il lit énormément et il se vante encore de cette fameuse fête auprès de ses co-détenus en disant qu'elle était vraiment géniale. Et à chaque fois qu'un nouveau détenu est admis à la prison, il se présente à lui et il dit « Tu sais qui je suis le marteleur ». D'ailleurs, le choix de l'arme du crime, le marteau, a donné à ses co-détenus de nombreuses idées de surnoms pour lui. Et il signe aussi des autographes à certains. Et malgré ça, apparemment, il aurait souvent exprimé des remords pour ses crimes. Concernant la maison où le drame a eu lieu, celle-ci a été démolie en 2015 car personne ne voulait acheter une maison dans laquelle 2 personnes avaient été assassinées. Concernant maintenant son meilleur ami Michael, lui il a été interviewé plus tard et il a déclaré que sa vie avait été ruinée à cause de cette affaire. En fait, tout le monde l'assimilait à Tyler et à son crime. À l'école, les élèves parlaient de lui comme le meilleur ami d'un meurtrier. Et Tyler lui a déclaré l'avoir pardonné, de l'avoir dénoncé et du coup de l'avoir aussi empêché de se suicider, même s'il ajoutait quand même que c'était à cause de lui qu'il était en prison. Et à savoir aussi que le lendemain de la fête, la nouvelle de l'arrestation de Tyler s'est donc rapidement répandue parmi les adolescents qui étaient présents chez lui la veille et tous les jeunes, au lieu d'être choqués, au lieu d'être bouleversés, étaient plutôt stupéfaits, fiers et en admiration devant lui.
Et oui, en fait, ils trouvaient ça génial. Ils étaient tous fiers d'avoir fait une fête là où il y avait des morts, fiers de pouvoir dire plus tard que oui, ils avaient assisté à cette fameuse grande fête. Fiers de passer à la télé, de recevoir de l'attention, qu'on leur pose des questions, de recevoir de nombreuses demandes d'amis. Et enfin, à propos de son frère, Ryan, au début de son incarcération, il rendait visite à Tyler et il disait que s'il le faisait, c'est car il pensait que c'était ce que ses parents auraient voulu, c'est-à-dire donc ne pas l'abandonner. Par contre, aujourd'hui, il semble avoir coupé tout contact avec lui. Et aujourd'hui, Ryan semble vivre en Caroline du Nord. Et après le drame, il aurait déposé une plainte civile contre Tyler et lors du procès, il a fait une déclaration contre son frère, déclarant qu'il voulait qu'il reçoive la peine maximale, soit l'emprisonnement à vie. Et Tyler, lui, a déclaré dans des lettres écrites à sa famille en prison qu'il était désolé, qu'il se sentait triste pour son frère, vu que Ryan a perdu son frère et ses 2 parents. Donc c'en est terminé pour cette affaire, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser vos retours et vos avis sur cette histoire en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.